All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, Maître Dimitri, bien entendu, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, dit Madame Dimitri. L'accusation capitalise également sur les ambiguïtés pour garantir une condamnation. Dans leur mémoire, ils parlent ou ne parlent pas d'ailleurs, de la coordination Nord-Sud. Dans leur mémoire, ainsi que lundi et mardi, ils essaient de présenter une coordination unique, unifiée, une organisation hiérarchique, structurée, avec tous les ordres descendants de manière fluide de la direction stratégique au niveau opérationnel. C'est comme ça qu'ils essaient de le présenter. Comme vous le savez, les éléments de preuve, finalement, ont montré autre chose, même si on pouvait s'y attendre, étant donné l'énorme quantité de documents, d'extraits vidéo qui viennent contredire la thèse de l'accusation. Paragraphe dans notre mémoire 180 à 188. Vous vous souviendrez également, Monsieur le Président, que les témoignages étaient finalement très cohérents de la part de tous les témoins qui sont venus déposer sur le nord et le sud. Mais l'accusation a choisi de s'appuyer sur un seul témoin unique parmi tous les témoins qui sont venus déposer, P0992. Ils ont choisi une phrase unique dans son témoignage préalablement enregistré. Et ils ont choisi d'ignorer la précision avec laquelle le témoin est venu déposer devant la cour, ainsi que deux autres témoins auxquels il faisait référence. Alors, vous prenez la diapositive 44. Paragraphe 352, ils prétendent que M. Yekatom faisait rapport et se coordonner avec la direction anti-Balaka, y compris M. Ngaïsena, pendant la période pertinente. Et ensuite, dans la note en bas de page, ils font référence à P52 et P0992, P1552, qui est un témoin règle 68.3, qui parle après le 5 décembre, mais la question ne lui a pas été posée clairement. Donc, dans sa réponse, il dit qu'il a rejoint pour la première fois la coordination anti-Balaka en juin, donc la coordination nationale. Et lorsqu'il parle de Yekatom qui serait dans cette coordination, il fait référence à deux témoins qui apparaissent du côté gauche, en bas à gauche de votre diapositive. Il s'agit de 0888, témoins à charge, et de 1193, témoins à charge également. L'accusation balaie cela dans son mémoire. Il ne cite pas ces témoins qui sont liés avec 092. Et le fait que ces témoins apparaissent dans la coordination nationale ou dans le bureau est également corroboré ou concédé par l'accusation pendant sa déposition, au cours de la déposition plutôt, du témoin de l'accusation 1196. 1193. Et je crois que vous pouvez voir ceci sur la diapositive suivante. Oui. Donc, le fait que l'accusation fasse cette concession apparaît à la diapositive 47.
Et ils l'ont fait également au paragraphe 285 de leur mémoire, et vous voyez ça à la diapositive 45. Donc, au paragraphe 285, ils prétendent que Yekatom envoyait des personnes qui lui étaient proches aux réunions de la coordination nationale. Et là encore, il cite ce témoin 0992. Et lorsque vous voyez la manière dont est présenté ce paragraphe, eh bien, vous voyez, c'est dans une section, la section R du mémoire de l'accusation, qui a pour titre janvier 2014 à mars 2014, première tentative de l'accusation d'impliquer ou de laisser entendre que M. Yekatom envoyait des gens à ces réunions pendant cette période de temps, janvier à mars 2014. Deuxième tentative, c'est le paragraphe 285. Ce paragraphe 285 est placé entre deux paragraphes. L'un commence le 6 février 2014, c'est le paragraphe 284, et ensuite le paragraphe qui commence au 10 février 2014, paragraphe 286. Donc, ils veulent créer l'illusion que, effectivement, en février 2014, M. Yekatom envoyait bien des personnes à ces réunions parce qu'il souhaite donner l'idée d'une coordination nationale unifiée. Mais lorsque vous regardez la déposition de 0092, il a déclaré que ce n'était qu'en juin. Lorsque vous prenez la déposition de 0888 et 1193, les deux ont nié le fait d'avoir appartenu à la coordination nationale avant juin 2014. Et vous pouvez voir cela sur la diapositive 46, où les deux témoins, de manière catégorique, nient avoir été membres d'une coordination nationale dirigée par M. Ngaïsona en février 2014, ou en tout cas avant juin 2014. Cette volonté systématique de ne pas vouloir reconnaître l'existence de deux visions distinctes de la coordination apparaît également de manière évidente lors des réunions de Yamara où, vous vous souviendrez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, qu'il y a eu une série de témoins qui ont déposé que 2 ou 3 réunions se sont tenues à la fin décembre 2013 à l'école de Yamara. Et tous les témoins, tous, de manière cohérente, ont indiqué que l'objectif de ces réunions, eh bien, c'était de convaincre le groupe du Nord de bien vouloir suivre dialogue, la vision du Sud. Il y avait donc un porte-parole, il voulait un porte-parole pour convaincre cela. Il voulait ne pas retourner à l'ordre constitutionnel. Et c'était bien là l'objectif de cette réunion de fin décembre 2013 à Yamara. Les témoins sont unanimes à cet égard. Ils ont tous déclaré que cette tentative de convaincre le Nord s'était finalement couronnée par un échec. Et que fait l'accusation? Eh bien, elle s'appuie sur des affirmations générales et vagues. Ils utilisent des termes vagues au paragraphe 263 et 354 de leur mémoire, en disant les activités anti-Balaka au paragraphe 354. Ils envoient Mokom dans ce paragraphe alors qu'il est toujours à Zongo. and sometimes, when you look at these paragraphs, not only do they Quelquefois, lorsque vous regardez ces paragraphes, non seulement ils ne tiennent pas compte d'explications cruciales et de précisions qui sont apportées par tous les témoins de l'accusation qui sont venus déposer au sujet de ces réunions. Ils apportent une note en bas de page en ce qui concerne un témoignage préalablement enregistré d'un témoin qui est venu
testifié à la Cour P954 et se mettre d'accord sur une seule suggestion au sujet de l'objectif de ces réunions. Et vous retrouvez tous les détails de cela dans notre mémoire, paragraphe 177 à paragraphe 184. Lundi, ils sont allés même plus loin, parce qu'ils prétendent que le CLPC faisait partie également de ces activités anti-Balaka. Vous avez plusieurs témoins and who also diapositive 50 qui nie que le CLPC était bien impliqué dans ces réunions et qui a dit spécifiquement qu'il y avait un représentant du CLPC à Djamena en janvier qui était complètement distinct du porte-parole du groupe Sud, qui était également présent en Soudan du Sud, à Djamena. La même approche est utilisée par l'accusation pour ce qui est des documents, des preuves documentaires qui sont présentées aux témoins. Et vous voyez cela dans la diapositive 51. Ce document, KOTP 2001-33-72, est utilisé dans leur mémoire pour de nouveau essayer de présenter une coordination unique, simple. Ils ont répété également le même argument lundi et mardi. Ils ont complètement laissé de côté le fait que ce document, leur document, un document de l'accusation, a été montré à plusieurs témoins qui ont tous dit, avec leurs propres mots, cette coordination a duré 2 heures, ou cette coordination n'a jamais eu lieu, ou je n'ai jamais été associé avec cette coordination. De plus, il y a une vidéo de la même période où ce document fait l'objet d'une discussion et où, à nouveau, dans cette vidéo de la même période, les éléments de preuve sont tout à fait clairs. Cette coordination n'a duré que quelques heures et le matin suivant, elle n'existait plus. Mais ils choisissent de négliger ces éléments de preuve apportés à la Cour. Et sur quoi s'appuie-t-il? Eh bien, au paragraphe 278, pour soutenir ce document, la déposition de P0889 qui a donné une réponse significative au sujet de ce document. On lui a demandé s'il reconnaissait la signature en bas de ce document. Et si nous parlons toujours de 0889, eh bien lundi, cette même tentative s'est poursuivie avec le Conseil de l'accusation, vous renvoyant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, au document CAR OTP 20-300-237, en prétendant que ce document égalant faisait référence ou étayait l'affirmation selon laquelle les anti-Balaka étaient bien structurés et organisés, même avant janvier 2014, en utilisant ce document. Ce document a été fourni par le témoin 0889, c'est d'ailleurs lui qui l'a rédigé pour le DDR. Donc, pas avant janvier 2014. Et ce document est rempli de documents inexacts. have never been com zones. Vous vous souviendrez que le numéro 95 et 96... Mais l'accusation ne vous l'a pas dit lundi. At paragraph 303 of the prosecution. Au paragraphe 303 du mémoire de l'accusation, leur approche
trop simpliste et généraliste se poursuit à propos de la réunion de mai 2013. Vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les juges, qu'il y a plusieurs vidéos sur ce rassemblement qui a eu lieu, qui était organisé par le groupe du Sud le 15 mai 2013, où M. Venezuela a été choisi comme coordinateur général des anti-Balaka. Et ce qu'ils font, au paragraphe 303, c'est qu'ils essayent une nouvelle fois d'insinuer qu'il y avait une coordination anti-Balaka unique avant janvier 2013 et qu'en mai 2014, Venezuela simplement a remplacé M. Nguessona. Et puis la diapositive suivante, encore une fois, on voit comment l'accusation ignore les documents, en l'occurrence du matériel audio-vidéo, qui explique à chaque fois la raison pour laquelle le Sud a choisi M. Venezuela. La raison pour laquelle le Sud a tenu cette réunion, à savoir que le gouvernement continuait de demander à ce qu'il y ait un représentant. Parce que les anti-Balaka étaient fragmentés et le Sud a dit « Nous souhaitons être la voix qui parle avec le gouvernement ». Et tout cela, nous le retrouvons à la diapositive 54 et nous le développons notre mémoire, paragraphes 195 et 218. Mon dernier point sur la relation Nord-Sud et la tentative de l'accusation de faire croire que M. Yekatom est sous M. Nguessona depuis le premier jour, c'est la façon dont ils utilisent le document que vous avez sous les yeux, Mesdames, Messieurs les juges, c'est l'onglet la diapositive 56. Plusieurs fois dans la mémoire de l'accusation, 306, 352, 359. Simplement, faites bien attention lorsque vous utilisez ce document et ne lui donnez pas trop de poids parce que le numéro est mal écrit, le numéro de téléphone n'est pas celui qu'attribue à M. Yekatom, mais en plus, il est daté de juillet 2014, donc il ne peut pas aller dans le sens de ce qu'a présenté l'accusation en section R, selon quoi M. Yekatom faisait rapport à M. Nguessona dès 2014. J'aimerais passer à mon prochain sujet, les registres des données téléphoniques. Si une personne appelle une autre personne, l'accusation, la tactique de l'accusation est de regrouper toutes les personnes concernées dans une seule phrase ou un paragraphe unique de leur mémoire sans présenter aucun contexte, aucun lien. Et ils essaient de créer cette association artificielle qu'il y aurait eu une attaque coordonnée par un mastermind. Et ils disent, en mettant plusieurs noms ensemble, eh bien, ils étaient tous d'accord par le biais d'appels téléphoniques pour lancer cette attaque. Et je vais vous donner un exemple. Pour capitaliser sur l'ambiguïté, dans certaines notes en bas de page de leur mémoire, par exemple, notes en bas de page 119 et 1200, ils affirment qu'il y a 2 numéros de téléphone attribués à M. Yekatom et M. Mokom. Et donc, que les deux étaient en contact à au moins 22 reprises. Et que M. Yekatom, ils mettent un numéro, et M. Ngremangu, que M. Yekatom et M. Ngremangu étaient donc en contact. Et puis ensuite, ils font cela avec 2 Dan. Donc, c'est totalement, cela vous induit en erreur. C'est une simple question de vérification, en fait. C'est de la spéculation également. Et ce qu'ils font dans leur note en bas de page, ils
citent toutes sortes de CDR sans expliquer, sans être précis. Leurs notes sont complètement noyées par tout cela. Il y a un risque significatif de ne pas prendre tout cela en considération à cause de cette généralisation extrêmement large. Et je voudrais maintenant prendre le paragraphe 546. Il s'agit de la diapositive 58 où il suggère que M. Yekatom, en préparation de l'attaque, a accepté donc s'est mis d'accord avec Kokate et Angelo et que il y avait donc contact avec Mokom, Komate et Gremango. Et je vais revenir sur chacune de ces allégations séparément. D'abord, il faut reprendre le paragraphe 227 de leur mémoire, parce que c'est à cet endroit que pour la première fois, ils présentent ces CST dont ils prétendent qu'ils viennent étayer les éléments de preuve de contact entre M. Yekatom et M. Mokom. Au paragraphe 227, qui renvoie à l'écriture 1296, tableau 9, et si nous prenons la diapositive 60 et 61, eh bien, cette écriture 1296, tableau 9, pardon, il s'agit de appels téléphoniques qu'ils attribuent à M. Yekatom et ils soulignent cela en rouge alors que ce téléphone ne lui appartient pas. Et ils le savent depuis juillet 2018 parce que le témoin de l'accusation 0487 leur a bien déclaré que ce numéro appartenait à son épouse. Mais ils ne mettent pas à jour leurs éléments de preuve. Ils n'essaient même pas de vous aider à cet égard. Et allons encore un peu plus loin, creusons plus loin. Voyons donc la diapositive 61, reprenons le paragraphe 4 en particulier, et c'est la raison pour laquelle il souhaitait, vous devriez ignorer ce paragraphe. Donc la deuxième raison, diapositive 62. Il s'appuie sur un certain nombre d'appels que M. Yekatom aurait passés avec des DAN. 3 appels le 1er décembre pour étayer l'affirmation selon laquelle il s'était mis d'accord pour mener cette attaque avec M. Mokom. 3 appels qui ont duré moins d'1 minute. Et puis ensuite, ils utilisent cela pour prétendre qu'il y avait bien un accord pour mener cette attaque. Deuxième ou plutôt troisième raison pour lesquelles je vous invite à ne pas tenir compte du paragraphe 446, c'est qu'il n'y a aucun élément de preuve pour établir que M. Yekatom avait bien reçu des coups de téléphone de M. Konate. Vous pouvez voir cela dans les relevés téléphoniques avant le 5 décembre. Il n'y a pas d'appel. Nous sommes allés un peu plus loin, au paragraphe 361 de notre mémoire. Nous vous avons donné les éléments de preuve montrant que M. Yekatom ne se trouvait pas en possession du numéro de téléphone de M. Konate à ce moment-là. Quatrième raison pour laquelle vous devriez ne pas tenir compte du paragraphe 446, c'est que M. Konate n'était pas en contact avec Angelo. Ceci n'est étayé par aucun élément de preuve. Vous avez également une personne qui est venue, qui a déposé ici pour dire, et qui était dans une position qui le lui permettait de savoir si M. Angelo avait effectivement eu des appels téléphoniques avec M. Yekatom ou pas. Eh bien, lorsqu'on lui a posé la question au sujet de M. Yekatom, il a précisément dit, et vous le voyez sur cette diapositive, qu'il n'avait pas d'informations au sujet de M. Yekatom. Il n'aurait pas dû répondre à cette question. Transcription, donc 068. Il n'avait rien à dire au sujet de M. Yekatom. C'est la 5e raison pour laquelle vous devriez ne pas tenir compte du paragraphe 546. Et le fait de s'appuyer sur la note en bas de page au sujet du témoin 0446,
qui vous a dit, cela figure également sur la diapositive, qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas savoir véritablement si Mocom effectivement appelait Yekatom. Il y a là une note en bas de page étayant le fait que M. Yekatom aurait accepté, aurait marqué son accord pour l'attaque en conjonction avec Mocom. Et sixième raison pour laquelle il vous faut ignorer le paragraphe 546, c'est qu'il s'appuie sur des éléments de preuve que vous leur avez interdit, Monsieur le Président, d'utiliser. P1847, vous vous souviendrez de votre décision, écriture 21-26. Vous avez spécifiquement dit que cet enregistrement préalable qui mentionne des faits allégués et un comportement de M. Yekatom, que ces éléments porteraient un préjudice indu à Yekatom, et vous avez donc demandé que l'on n'utilise pas ces éléments. Paragraphe 174 et 183 contre M. Yekatom. Et là encore, il y a une décision de votre part, note en bas de page pour soutenir cet élément. La septième raison pour laquelle vous devriez ignorer le paragraphe 546, c'est qu'il y a un témoin très bien positionné également pour savoir que Mocom... pour savoir ce que Mocom disait ou ne disait pas. Ce témoin a déclaré à la ligne 161, témoin P0889, que Yekatom n'avait jamais parlé à Mocom, jamais. Paragraphe 430 de votre mémoire, où ils font référence à cet élément de preuve. Il faut s'arrêter à la ligne 160. Ils ne voulaient pas avoir cela dans leur mémoire, ligne 161. Ils ont cité 5 témoins lundi pour faire référence à M. Mocom comme étant coordinateur. Diapositive suivante, diapositive 63. Tous ne soutiennent pas l'affirmation selon laquelle M. Yekatom aurait coordonné avec Mocom et Angelo et Konaté. Ce qui veut dire que leur thèse s'écroule, tout simplement. Je voudrais maintenant donner un autre exemple sur la manière dont ils ont mal utilisé les éléments en ce qui concerne les relevés téléphoniques. Il s'agit de la diapositive 64, une phrase où ils prétendent que après le 5 décembre, jusqu'à son retour à Bangui, le 6 février, Mocom était resté en contact avec Yekatom, paragraphe 240. Nous devons regarder Mocom, ce qui est attribué par l'accusation à Mocom, diapositive 65, 5 décembre jusqu'au 6 février, Mocom a eu 11 000 appels, 5 appels allégués avec M. Yekatom le même jour, le 9 janvier, le jour où le Sud et le Nord envoient des représentants différents parce qu'ils ont des visions différentes. Eh bien, au lieu d'être précis, eh bien, vous avez dans leur paragraphe, M. Mocom a appelé M. Yekatom à 5 reprises le 9 janvier. Non, il place cette phrase entre le 5 décembre et le 6 février en disant « il reste en contact ». Voilà la manière dont il vous informe, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. I would like to address another. J'aimerais prendre un autre exemple de leur mémoire où ils prennent un événement, ils l'attachent à une date et ils étendent le cadre temporaire pour créer une illusion. Et c'est un courriel, le courriel du capitaine Grémangou, sur lequel ils s'appuient dans leur mémoire et dans leur déclaration finale. Au paragraphe 76, il déclare qu'en mai 2013, Grémangou préparait une offensive militaire à Bangui et qu'il a diffusé une liste des FACA disponibles, parmi lesquels M. Yekatom. Et donc, pour que vous compreniez bien, Monsieur le Président, c'est un email de mai 2013 où il y a
une pièce jointe, et dans cette pièce jointe, il y a une liste des FACA. Et ils prétendent que M. Grémangou préparait l'offensive militaire et qu'il a intégré M. Yekatom parce qu'il souhaitait, d'une manière ou d'une autre, convaincre la Chambre qu'à partir de mai 2013, M. Yekatom est en train de se préparer pour l'attaque. Voyons la diapositive suivante. Premier contact qu'a Grémangou, d'après les registres avec M. Yekatom, c'est plusieurs mois plus tard, 29 novembre. Donc, sur quel fondement prétendent-ils que, d'une manière ou d'une autre, ils insinuent que M. Yekatom est intervenu dans la programmation de l'attaque du 5 décembre dès mai 2013, simplement parce que M. Grémangou a envoyé une liste des FACA disponibles résidant à Boeing et Qatar? Avant de conclure mon dernier point sur l'épreuve télécommunications et statistiques d'appel, je souhaiterais souligner que les appels qui apparaissent dans ces registres d'appels ne signifient pas qu'il y a eu derrière un accord. C'est pas parce qu'on appelle quelqu'un qu'on est forcément d'accord. On peut se disputer au téléphone. Et il y a des éléments qui le prouvent. Et il y a des éléments qui prouvent que certaines personnes se disputaient avec M. Mokom par téléphone. On a, à la diapositive 70, il y a des preuves selon lesquelles des personnes se disputaient au téléphone avec M. Madoukepa, par exemple. L'accusation vous demande de spéculer avec ces statistiques d'appel. Et c'est ce qu'ils essayent de faire lorsqu'ils prétendent que Yocom était en contact avec Yekatom à propos du déploiement des éléments à côté de l'aéroport en préparation de l'attaque. Les registres ne vont pas si loin. Et le dernier point à propos de ces CDR, de ces statistiques d'appel, c'est que lorsqu'un témoin affirme qu'il utilisait le numéro de téléphone qui lui est attribué pour appeler le numéro de téléphone attribué à M. Yekatom et que les statistiques d'appel ne montrent pas cet appel, la conclusion est simple. Le témoin ment. Et c'est ce qu'a fait P0954. Il a dit de manière inéquivoque, sous serment, que le 5 décembre, il avait utilisé le numéro de téléphone qui lui est attribué pour appeler le numéro de téléphone qui est attribué à M. Yekatom. Et les détails qu'il a fournis sont précis. Il donne la date, il donne la teneur de la conversation, il dit que c'était le jour de l'attaque, il dit même que c'est après avoir entendu des tirs qu'il a appelé M. Yekatom. Et pourtant, les registres d'appel sont clairs. Il n'y a pas eu d'appel comme celui-ci et il n'y a pas d'explication plausible à cette incohérence, autre que le mensonge et qu'il ait fabriqué cette partie de son témoignage contre M. Tematom. Mais l'accusation évite de rentrer là-dedans. Équipier, il a déclaré, il a précisé qu'il aurait parlé avec les associés supposés de M. Yekatom, Seda, Goliata, Habib Beina, Wanjo. Et ça, on le retrouve à la transcription 166. Et aussi au paragraphe 34 de son enregistrement préalable. Et il dit, d'après ses conversations avec eux, qu'ils avaient parlé et qu'il a su de cette conversation qu'ils avaient attaqué Kankasai depuis derrière la colline de Bazubangui. Encore un mensonge et l'accusation le sait. Parce que c'est pas ça leur thèse contre M. Yekatom. Ils prétendent maintenant que... ils ne prétendent pas que M. Yekatom a attaqué Kampasai, pas plus qu'il n'était placé derrière la colline de Borguil. Mais ils ne rentrent pas là-dedans à propos de P0954 parce qu'il n'avait pas d'explication autre que celle qu'il aurait menti contre M. Yekatom. Et il y a des exemples supplémentaires où 0954 montre une motivation forte de vilipender M. Yekatom et le présenter comme un criminel. Il utilise un langage enflammé, parlant d'un barrage où M. Yekatom et les membres de son mouvement étaient stationnés, qui aurait été le poste du diable ou de démon.
où beaucoup de choses horribles se passaient, où beaucoup de gens ont été tués. Ou que, par exemple, si on reste là, on pourrait finir mort. Ou pour traverser cette barrière, il faut vraiment être accompagné par Dieu. Ce langage incendiaire utilisé également par le procureur lundi et mardi, ce qui révèle une tentative de nuire au personnage et à la crédibilité de M. Yekatom. Et si cette affirmation était vraie, on aurait pu s'attendre à ce que la personne cite au moins une personne, un civil musulman, qui aurait été tué à cette barrière ou qui est passé proche de la mort à cet endroit, mais non. Il ne fournit aucun nom. Non seulement ça, mais en plus, il n'y a aucune preuve qui montre que cette personne a utilisé l'axe entre PK9 et Mbaïki, une zone si dangereuse qu'on ne pouvait pas y entrer parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait plus de musulmans. Une zone où, prétend-il, M. Yekatom saisissait les maisons à Kapou, à Mungumba, à Mbaïki, à Pissa ou à Bossangoa, des maisons des musulmans prises par M. Yekatom. Encore une fois, pas le moindre nom fourni de propriétaires de maisons qui auraient été saisis. On a vérifié. Et il n'y a pas que ça. Vous vous souviendrez que pendant sa déposition, nous lui avons demandé de préciser que M. Yekatom était positionné avec des membres du mouvement au barrage de Pismis. Et au barrage PK9, là où étaient les soldats burundais, c'était l'autre barrage routier. Et on est allé même encore plus loin dans la précision. On lui a montré une vidéo et il a identifié cette barrière, ce barrage, comme étant celui qui appartenait à l'autre mouvement, à l'autre groupe, qu'il connaissait fort bien. Et lorsque nous lui suggérons que on a dit que des individus musulmans avaient des problèmes sur ce barrage-là, mais pas celui de Pismis, il a paniqué et il a rétrocédé. Mais cette séquence souligne l'absence de preuves qui rattachent M. Yekatom au barrage de PK9. Parce que même si l'accusation admet que c'est bien à Pismis qu'était le barrage où étaient Yekatom et ses associés, et lorsque un témoin a recours à un langage exagéré, comme par exemple M. Yekatom considère les autres comme des chiens, ou il est un demi-dieu, là encore, c'est une tentative de biaiser le discours à travers de l'émotionnel. On exagère. Et lorsqu'un témoin prête serment et fournit ensuite de faux témoignages qui peuvent objectivement être démontés, être vérifiés à travers des preuves objectives comme les CDR, et que l'accusation accepte a priori le témoignage sans le tester, sans l'examiner, eh bien, cela reflète un rejet de preuves pourtant évidentes. Bien. Et sur ce, je laisse la parole à ma collègue Anta Guissé. Président, merci. Maître Guissé, je vous en prie, prenez votre temps pour vous installer. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, ce que vient de développer ma consoeur Mylène Dimitri sur la manière dont l'accusation a traité la preuve trouve sa parfaite illustration sur le traitement de la preuve en ce qui concerne l'incident Yamwara. L'incident Saint-Cyr-la-Peau. L'illustration, elle est parfaite parce que sur ce point, la défense n'a appelé aucun témoin. Il s'agissait donc simplement, pour l'accusation,
d'analyser sa propre preuve, de vous indiquer, au regard des témoignages entendus, quelle était sa thèse finale. Alors je sais, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, que vous êtes des juges professionnels, expérimentés. Je sais que vous allez attentivement regarder la preuve et que vous avez d'ailleurs déjà commencé à le faire. Mais le principe du débat contradictoire, le principe d'un procès où les parties se confrontent, ça a un but, c'est vous assister dans votre recherche de la vérité. En tout cas, d'une vérité judiciaire qui se rapproche au plus près de la manière dont les événements se sont déroulés et que vous avez à juger. Et j'ai donc la naïveté de penser que mémoires finaux, plaidoiries, tous ces éléments que les parties vous apportent ont pour but de vous donner un éclairage précis sur la preuve, d'attirer votre attention sur tel ou tel élément. À tout le moins, en tout cas, ça serait la tâche de l'accusation qui a le devoir de prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. Ça veut dire qu'à ce stade de la procédure, on ne peut plus se permettre d'approximation, on ne peut pas se permettre de poser des affirmations qui ne sont pas soutenues par de la preuve. Or, force est de constater les manquements de l'accusation dans son devoir d'assistance à votre égard. Et encore une fois, ce qui est plus problématique, c'est que c'est sur la base de sa propre preuve. Alors, je sais qu'on est dans une enceinte judiciaire où on se dit qu'on a des brillants avocats, de brillants juristes, et qu'on se dit qu'on va pouvoir changer la donne. Enfin, il y a une chose qui est claire, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, c'est qu'on pourra écrire autant de pages de mémoire finale que nous voudrons, on pourra faire autant d'effets de manche à l'audience, il n'y a rien que nous puissions faire pour changer la preuve qui a été présentée devant vous. Et cela, du coup, doit se faire dans la manière dont on vous présente la preuve, sans, et je vais prendre une expression française, je ne sais pas si elle a son équivalent en anglais, sans tenter de mettre la poussière sous le tapis. Et précisément, c'est le reproche que nous faisons à l'accusation, et vous l'avez compris depuis le début de cette journée, c'est effectivement ce que fait l'accusation, mettre la poussière sous le tapis. Alors un premier constat s'impose. Sur cet incident Yamwara, la thèse de l'accusation a drastiquement évolué. Et vous le verrez à la page 2 de la présentation PowerPoint, il y a un monde entre le mémoire d'avant-procès, où on vous dit c'est Yekatom qui a ordonné les mauvais traitements de Saint-Cyr-la-Peau. Il était là, c'est lui qui a dit. Et la version finale dans le mémoire final de l'accusation, qui est de dire, même s'il n'était pas là, il est quand même responsable. Et tout ceci sur la base des mêmes témoins. Alors pourquoi cette évolution de la thèse de l'accusation? Pour les raisons que nous vous avons développées dans notre mémoire finale, au paragraphe 427 à 477, parce qu'il y a un certain nombre de contradictions sur lesquelles je vais revenir, qui faisaient que cette thèse initiale ne tenait pas. Et je vous ai parlé d'évolution, mais il y a un manque de transparence, en fait, sur l'évolution de la thèse de l'accusation. Parce que quand même, la moindre des choses, quand on est un procureur qui doit prouver la culpabilité d'un accusé, et quand on change de thèse sur ce qui nous a permis d'obtenir une confirmation des charges, c'est de vous expliquer pourquoi. On doit vous le dire. Et on doit vous dire exactement quelle est la thèse finale qu'il faut retenir.
Alors la confrontation des différents témoignages sur cet incident a révélé que certains témoins n'ont pas dit la vérité. C'est un fait indéniable, qui a bien sûr des conséquences sur la manière dont vous allez pouvoir utiliser la preuve ou ne pas l'utiliser. Il y a des témoins qui n'ont pas respecté le serment pris devant vous. Alors, un témoin peut se tromper, Monsieur le Président. Les témoins ne sont pas infaillibles, on le sait. Mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Un témoin aussi peut être confus, ne pas avoir les idées claires, ne plus bien se souvenir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut en tenir compte, en le confrontant au reste de la preuve, à ses déclarations antérieures. Et puis, aussi désagréable que cela soit, il y a des témoins qui mentent délibérément. Pour diverses raisons. Parce que, comme vous l'a rappelé tout à l'heure, ma consoeur, il y a une inimitié de longue date à l'égard d'un accusé, et que c'est un moyen de porter atteinte à son honneur et de le mettre en difficulté. Il y a des témoins qui peuvent mentir pour un bénéfice particulier, parce qu'on se dit, si j'en rajoute un peu, je serai appelé peut-être à témoigner, ça me permettra de voyager, j'aurai quelques subsides. Et malheureusement, dans le contexte centrafricain, ces petits bénéfices peuvent compter. Et puis, il y a des raisons un peu plus ambiguës, peut-être plus compréhensibles humainement. Quand on est un témoin qui a été victime de certains faits, parfois on a envie que quelqu'un paie, qui que ce soit. Sur ce dernier point, et je ne vais pas m'étendre longuement parce que nous l'avons développé au paragraphe 434 à 440 de notre mémoire en défense, mais je vous renvoie à la collusion qu'il y a eu dans les témoins sur cet incident, à la contamination de témoignages, et notamment à l'influence de P1654 sur certains témoins. Et là, je renvoie précisément aux transcriptions 200, 212 et 128. Tous ces éléments sont à prendre en considération et auraient dû être pris en considération par le procureur dans son analyse de la preuve et l'interprétation qu'il en fait. Ça n'a pas été le cas et je vais y revenir. Alors je veux, Monsieur le Président, être parfaitement clair. Nous ne sommes pas du côté de la défense de M. Ekatom dans une dénégation aveugle. Vous l'aurez certainement d'ailleurs compris au cours de nos interrogatoires sur cet incident particulier. Il n'a jamais été question de dire qu'il ne s'est rien passé ce jour-là, le 24 décembre 2013 à Yamwara. Saint-Cyr-la-Peau a vécu des choses terribles, il a disparu, et on se doute bien qu'il n'est plus en vie. Ce que nous soutenons, en revanche, c'est que les circonstances dans lesquelles les événements se sont déroulés ne sont pas celles qui vous ont été présentées par l'accusation. Et que ça a forcément un impact sur les conclusions que vous allez pouvoir tirer. Car vous ne pourrez pas vous fonder sur de la preuve non fiable. Et pour être complet aussi, il n'est pas contesté que M. Ekatom est arrivé à l'école Yamwara plus tard dans la soirée, le jour de cet événement. Mais il n'a jamais ordonné de mauvais traitement, ni menacé qui que ce soit. À partir de son arrivée, au contraire, il a tout mis en œuvre pour que les personnes du groupe qu'il a pu voir ce jour-là puissent être confiées à Sangaris. Cela ressort de la confrontation des témoignages, mais surtout du témoignage de l'auteur des actes de violence lui-même. Et on va revenir en détail. Je précise, Monsieur le Président, que pour me permettre de plaider en audience publique, je ne vais me référer que, bien évidemment, au pseudonyme. Et quand je voudrais renvoyer
la Chambre et les parties à des parties spécifiques, je vous renverrai à des pages de ma présentation. Avant de me pencher en détail sur ce qui ne va pas dans le mémoire de l'accusation sur l'incident Lapeau, il me faut dire quelques mots sur cette base de Yamwara et sur les omissions et raccourcis ou présentations erronées du procureur. À la page 4 de la présentation, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont complètement omis par l'accusation, à savoir qu'en cette fin décembre, on est en plein conflit à Bangui. Il y a des échanges de tirs, il y a des combats entre groupes armés, et le mouvement RFA-CPP qui a trouvé cette école s'y est établi, il l'a prise pour base. Et à ce moment-là, la sécurité de la base, il y a une vraie préoccupation, justement à cause de ce conflit en cours. Et puis, Yamwara, c'est un lieu ouvert, c'est une école qui n'est pas clôturée. Il y a une fontaine où les gens viennent s'approvisionner. La population, vous vous souviendrez des vidéos, des photos à ce sujet. C'est un lieu ouvert. Et donc, la question de la sécurité se pose d'autant plus fortement. Un autre point qui est important et qui est complètement aussi mis de côté par l'accusation, c'est que finalement, le mouvement ne va pas rester extrêmement longtemps à la base de Yamwara. En gros, si on prend comme début l'arrivée au 13 décembre, comme les vidéos au dossier semblent me démontrer, et la déclaration de paix 1839 qui situe le départ autour de la démission de M. Djotodia, on est à un maximum de 1 mois et demi sur place. Et cette présence relativement courte sur les lieux, elle a une incidence dans le dossier, elle a son importance. Pourquoi? Alors on vous dit qu'on invente des choses du côté de la défense, pas du tout. Quand on vous dit que M. Yekatom, pendant cette durée-là, il est peu présent à la base de Yamwara. Ce n'est pas moi qui le dis. À la page 6 de la présentation, vous allez pouvoir voir que plusieurs témoins évoquent qu'il était rarement là. Il vient de temps en temps. C'est le caporal Wangio, le caporal-chef Wangio, qui est là constamment. Et puis, on vous dit aussi que parfois, c'est des visites 1 fois par semaine. Sur 1 mois et demi, ça ne fait pas beaucoup. Ce contexte-là, c'est une mission importante de l'accusation. Il y a aussi d'autres positions, présentations erronées, ou en tout cas pas claires, ambiguës, l'ambiguïté dont parlait ma consoeur. Page 7 de la présentation, vous avez ce qui a été dit par un témoin sur le groupe de Gobéré, qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Au paragraphe 653 du mémoire final du procureur, on vous dit, il glissait une petite phrase en disant les anti-Balaka de Bossangoa ont rejoint le groupe de M. Yekatom. Join the group. Et on vous laisse ça comme ça et on vous cite P1839 en vous disant qu'elle a dit cela. Effectivement, elle l'a dit. Mais elle a clarifié aussi en disant qu'ils sont venus sur la base à un moment, mais qu'ils n'ont jamais rejoint le RFA-CPP. Et ça, on vous l'omet. Là encore, dans le but de donner une impression de mouvement unifié à une date qui n'est pas la bonne. Mais venons-en maintenant aux circonstances dans lesquelles le groupe a été arrêté ce jour-là au point de contrôle. Revenons à cet incident qui nous occupe. Alors oui, un groupe de personnes a été arrêté à un barrage tenu par un certain Alcanto qui appartenait au mouvement du RFA-CPP. Mais non, les circonstances dans lesquelles ça s'est passé ne correspondent pas à la façon tronquée dont l'a présenté l'accusation. Et je dis tronquée parce que, un peu comme les éléments que vous avez évoqués tout à l'heure, ma consoeur,
le mémoire est rédigé comme s'il n'y avait jamais eu d'interrogatoire de la défense. C'est quand même un problème. Et parce qu'il y a eu des interrogatoires de la défense, il ressort qu'il y a un premier élément fondamental complètement omis par l'accusation. Il ressort qu'on ne peut pas dire que ce groupe a été arrêté parce qu'on les a pris pour des musulmans. Ou parce qu'il y avait des musulmans au sein de ce groupe. Parce que, au paragraphe, c'est ce que vous dit, hein, au paragraphe 655, le procureur. La preuve qui vous a été rapportée, c'est que plusieurs témoins, P1705, et c'est sur la présentation, page 9, plusieurs témoins vous indiquent que ce même groupe a été arrêté ce même jour, une première fois, à ce point de contrôle. Qu'ils étaient dans un véhicule qui a été contrôlé, parce que c'était l'objectif de ces points de contrôle, vérifier qu'il n'y avait pas de danger. Et parce que ça, c'est un témoin aussi qui vous le mentionne, parce que les Séléka, à ce moment-là, utilisaient des véhicules civils pour s'infiltrer. Le véhicule a été contrôlé et il a été laissé repartir. Un autre point sur lequel l'accusation a essayé d'obtenir de la preuve, mais sans effet, c'est que la manière dont les témoins étaient habillés ce jour-là, et c'est sur la page 10 de la présentation, ne permettait pas de les identifier comme des musulmans, comme ça a été avancé par l'accusation. Déjà, il n'y avait pas que des musulmans dans le groupe. Et ensuite, les vêtements du groupe ne les identifiaient pas comme musulmans. Les femmes avaient des habits traditionnels, mais, et ça c'est une précision qui était importante, le foulard, le mouchoir de tête qui était porté, elles le portaient comme les faisaient les chrétiennes. Donc ces deux éléments ne tiennent pas. Et donc la question se pose, quelle est la différence entre la première fois où le groupe a été arrêté et cette deuxième fois? La différence, c'est la présence de Alcanto. Alcanto, dont je rappelle que le vrai prénom est Abdoulaye, qui a été décrit par P1839 comme une personne qui avait grandi avec les musulmans, qui parlait arabe. C'est important, hein, parce qu'on vous dit que c'est parce que le mouvement RFA-CPP est rempli de gens qui ont une haine des musulmans dans l'absolu, c'est pas ça. Il faut arrêter de simplifier le contexte de ce conflit. Et on vous donne des détails. Un des témoins de l'accusation, vous le voyez, vous le verrez plus tard, mais je vous demande de vous souvenir que P1704 a indiqué devant cette chambre qu'il s'est présenté, que Alcanto s'est présenté lui-même ce jour-là comme un musulman qui avait été maltraité par l'armée. Détail, encore une fois, qui a son importance. Et là, sur la page 12 de la présentation, vous voyez le motif, la raison qui a conduit au fait que ce groupe soit arrêté ce jour-là. On a reconnu au sein de ce groupe une personne liée à quelqu'un que Alcanto connaissait très bien. Et quand vous voyez la fonction qu'il occupait à l'époque, vous comprenez que ce n'était pas la moindre des personnes. Donc ce n'est pas ça qui est mis en avant, hein. Le témoin vous dit, ce qui a été mis en avant, c'est cette qualité-là. Et je vous renvoie aussi au paragraphe 430 de notre mémoire finale. Une autre certitude qu'on a sur les circonstances dans lesquelles le groupe a été arrêté, c'est que Alcanto avait non seulement un grief avec la personne qui était liée aux membres du groupe, mais il avait aussi un grief personnel à l'égard du membre du groupe lui-même. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça ressort des propres déclarations extrêmement circonstanciées des témoins qui étaient présents ce jour-là. Et à la page 13, vous avez
la démonstration, par les témoignages, qu'il y a un grief personnel qui est mentionné clairement par Alcanto ce jour-là. Et alors pourquoi, du côté de l'accusation, on ne parle pas de ces éléments? Mais parce que ça affaiblit la thèse d'un ciblage du fait de la religion. C'est pas ça le problème ce jour-là. Et puis, il y a un autre point extrêmement important. En dehors de ces griefs qui ne peuvent pas être ignorés, on doit aussi mettre en lien avec un autre pan de la preuve qui a été complètement ignoré lui aussi par l'accusation, qui est la découverte d'au moins une carte Seleka. Et ce pan de la preuve, il est tellement ignoré que hier, à la transcription 307, page 7, et vous en avez un extrait à la page 14 de la présentation, on nous affirme du côté de l'accusation avec aplomb « These individuals were singled » Ces personnes ont été identifiées uniquement à cause de leur association avec les musulmans et le fait qu'ils étaient perçus comme soutenant de manière collective les Seleka. Vous renvoyez aussi à une deuxième partie d'une citation de l'accusation hier, cette fois-ci page 11, où on vous donne une définition de la politique criminelle qui n'est pas celle retenue par la décision confirmant les charges. Et là, je vous renvoie au développement des paragraphes 5 à 6 et 622 et 628 de notre mémoire finale. Mais on n'a jamais dit que la politique, c'était les individus associés aux musulmans. On a dit les musulmans qui étaient, et ceux qui étaient, en fonction de leur religion ou de leur origine supposée, associés aux Seleka du fait de leur religion. Ce n'est pas n'importe quel individu chrétien. Et soit dit en passant, Saint-Cyr-Lapo n'était pas musulman. Ma consoeur Sarah Bafadel reviendra plus longuement sur ce point, mais c'était important de le noter, pour vous montrer à quel point on a un aveuglement de l'accusation par rapport à sa propre preuve. Et puis, je suis obligée de souligner un peu le manque de transparence, parce que quand on vous fait un petit glissement sémantique comme ça, un peu en catimini, comme si vous ne pouviez pas lire la décision de confirmation des charges pour savoir quelle était exactement la politique criminelle, ça pose un problème. Mais surtout, dans tous les cas, quelle que soit la définition que donne l'accusation de cette politique, vous avez les déclarations de P1839. P1839 dont, à la transcription 306, l'accusation vous dit qu'elle a fourni des éléments de preuve fiables à la Chambre. Et bien, ce témoin fiable, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ce jour-là, au point de contrôle, on a trouvé une carte Seleka. En fait, elles en dit deux, mais ça n'a jamais été clarifié par l'accusation. Mais elle vous parle de cette carte Seleka, elle vous la décrit même, parce que, Monsieur le Président, vous aviez demandé mais comment ça se présentait, cette carte? Et elle vous en donne une description. Et on a un autre témoin dans cette affaire, P2050, qui vous explique que oui, effectivement, depuis bien avant décembre 2013, des cartes Seleka d'identité avaient été mises en circulation. Mais ça n'intéresse pas, Monsieur le procureur. Ça n'intéresse pas parce que ça ne va pas dans le sens de sa théorie, qu'il ne veut pas changer malgré sa propre preuve. Et je rappelle que P1839 avait également indiqué que la découverte d'une carte SIM dissimulée avait aussi renforcé les suspicions à l'égard de ce groupe. Alors entendons-nous bien, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Chambre, je ne dis pas que le traitement qui a été réservé par la suite à Monsieur Saint-Cyr-Lapo était justifié. Ce n'est pas ce que je vous dis. Par contre, au moment où ils sont arrêtés au point de contrôle, oui, il y avait une source de suspicion légitime. Et je vous renvoie à ce titre au développement que nous avons fait au paragraphe 622
à 628 de notre mémoire finale. Je ne vais évidemment pas plaider sur l'ensemble des contradictions relevées dans notre mémoire finale, sur cet incident particulièrement. Mais parce que nous avons eu le mémoire de l'accusation en même temps que nous avons déposé le nôtre, je suis obligée de revenir sur 3 témoins qui ont été utilisés par l'accusation et mis en avant par l'accusation, et dont le traitement du témoignage pose quand même un problème de cohérence. Comme vous l'a rappelé ma consoeur, oui, il faut faire attention, il faut être vigilant dans la façon dont l'accusation vous présente la preuve, dans les citations qui sont faites de la preuve, parce qu'au fil des pages du mémoire de l'accusation, on vous présente comme des faits établis, des récits mensongers flagrants. Or, il y a un impact de ces contre-vérités sur la preuve, et vous ne pourrez évidemment pas adopter l'approche sélective et partielle qu'a adoptée l'accusation sur ce point, parce que ça aboutit à des non-sens. Premier exemple de contre-vérité, P1716, page 17 de la présentation. Ce témoin vous a affirmé de façon catégorique que les femmes avaient été déshabillées à l'extérieur en présence des hommes. Et il va même, et c'est important, vous donner des détails sur le fait qu'un jeune garçon de 12 ans aurait pris les vêtements de ces femmes. C'est vrai que quand on a essayé donc de creuser un peu plus, il ne pouvait pas donner plus de détails, mais il a quand même donné celui-là. Sauf que cette scène et le fait que les femmes auraient été déshabillées à l'extérieur en présence des hommes, c'est parfaitement contredit par l'ensemble des autres témoins sur cet incident. P1811, P967, P1704, P1705 et P1839 qui vous dit que non seulement c'est faux, mais que c'est archi faux. Et pourtant, alors que cette scène n'a jamais existé, elle va être utilisée à plusieurs reprises par l'accusation pour soutenir la présence d'enfants soldats au sein du RFA-CPP. Et je renvoie ici au mémoire final du procureur, paragraphe 506, paragraphe 748, paragraphe 754. Là encore, vous avez la démonstration de l'utilisation sélective de la preuve du procureur, qui reste aveugle aux contradictions de sa propre preuve. Je ne l'insisterai jamais assez. Autre mensonge caractérisé. Dans son mémoire final, au paragraphe 660, le procureur met en avant le témoignage de P1704. Mais il omet de mentionner que son récit est incompatible avec le reste de la preuve. P1704, c'est quand même celui qui a affirmé que lorsque le groupe est arrivé à la base de Yamura, M. Yekatom était là, et que c'est lui qui aurait donné l'ordre de battre les hommes. Sauf que, là encore, P1704 est contredit par plusieurs des témoins présents ce jour-là. Contredit par P1811, P967, P1839 et même P1705. Mais le plus gros mensonge, la plus grosse contre-vérité de P1704, ça a été de vous dire, c'est M. Yekatom qui a ordonné l'ordre des mauvais traitements sur Saint-Cyr-la-Poue. C'est lui qui était là, c'est lui qui a donné l'ordre.
si le procureur ne fait pas cette clarification, la déduction que l'on peut en tirer, c'est que la clarification ne l'aurait pas assisté dans le cadre de sa théorie. Et là, clairement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, vous devrez tenir compte et tirer toutes les conséquences de ce refus du procureur de creuser plus loin ce témoignage, parce qu'on ne peut pas soutenir que cet acte s'inscrivait dans le cadre de la supposée politique à laquelle aurait souscrit M. Yekatom, et pas la politique redéfinie par l'accusation, mais celle pour laquelle il est poursuivi, ni même que les actes perpétrés sur Saint-Cyr-la-Peau par l'auteur principal des faits avaient pour but avait le but requis pour établir le crime au sens du statut. Et l'arrêt Celibidache, je renvoie bien évidemment au paragraphe 438 et suivant, et notamment le paragraphe 452 que j'ai paraphrasé. Il y a un autre point qui est que l'accusation a tenté de faire établir ce que savait ou ne savait pas, plutôt ce que savait M. Yekatom, et sans succès pour le coup. Parce que c'est vrai qu'ils ont pressé de questions sur ce point l'auteur des faits, mais qu'au auteur des faits vous dit oui, c'est vrai, et c'est la présentation page 25, des jours après, j'ai eu l'occasion de discuter un jour avec M. Yekatom, et il m'a dit juste bon boulot. Mais elle vous dit, et ça c'est important, mais je ne sais pas s'il faisait référence à ça. Après, je ne sais pas, peut-être, elle fait des suppositions, mais il n'y a pas de détail qui a été donné sur à quoi il faisait référence. Et elle a eu l'honnêteté de le dire. Et le procureur ne peut pas être plus catégorique que l'auteur des faits lui-même, qui ne fait que des suppositions et vous dit « je ne sais pas ». Et il ne faudra... il n'y a qu'une seule solution, c'est écarter l'affirmation péremptoire du paragraphe 692 de l'accusation, vous disant que c'est pour ça que M. Yekatom l'aurait félicité. C'est faux, c'est pas ce que le témoin dit. Il y a un autre point sur lequel il faut revenir, qui est le récit mensonger de P954, qui est pris comme élément de corroboration par l'accusation. Et là, vraiment, nous n'avons pas la même notion de ce qu'est la corroboration. Parce que la corroboration, normalement, on est censé confirmer le déroulement des faits qui ont été établis. Et P954, ma consoeur vous en a déjà parlé, mais sur l'incident de Mianwara, ces déclarations doivent vous convaincre qu'il n'est absolument pas fiable, ce témoin, et que vous ne pouvez pas vous fonder sur son témoignage. Vous avez à l'écran, page 27, les différentes versions de P954 sur cet événement. Vous avez entendu de la preuve à ce sujet. Ce que dit P954 sur ces faits, c'est faux sur l'identité des personnes qui auraient été retenues à Yamwara. C'est faux sur les circonstances de cet événement. Il vous parle de gens arrêtés dans un véhicule, dont un éventuellement même abattu sur place. C'est faux en ce qui concerne la destination a posteriori après avoir quitté Yamwara. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais les invraisemblances ne s'arrêtent pas là. Parce que, après vous avoir donné ces différentes versions, notamment celle initiale du paragraphe 86 de sa déclaration aux enquêteurs, où il vous dit « J'ai été informé par 2 membres du mouvement de M. Yekatom », il dit du groupe de M. Yekatom. Et il confirme à l'audience T166 le nom de ces 2 personnes que vous voyez à l'écran. Et là où ça devient intéressant, parce que hein, le diable se cache dans les détails, c'est que plus tard, dans sa déposition, il est amené à commenter une liste d'éléments qui correspondent à différents FACA de l'axe sud.
Et on lui demande de commenter cette liste en mentionnant par une petite croix les gens qui faisaient partie de son propre groupe à lui. Et bien bizarrement, les gens qu'il attribuait, dont il disait qu'ils étaient membres du groupe de M. Ekatom, sur ce document, ils apparaissent comme les membres de son groupe à lui. Ces gens qui étaient supposés avoir les informations de première main, qui lui auraient donné, qui auraient été présents au moment des faits, qui lui auraient raconté ce qui s'était passé à Yamwara, c'est des gens de son groupe. Et ça, c'est confirmé. Vous verrez le troisième nom qui est à l'écran, donc à la page 29. C'est le nom de P1858 qui confirme que ces gens ont toujours fait partie du groupe de P954. Alors on comprend pourquoi les déclarations ne correspondent pas à la preuve que vous avez entendue. Voilà ce qu'il en est du témoignage prétendument fiable de P954. Mais P954, il ne s'arrête pas là. Parce qu'il aime bien en rajouter, P954. Plus il y a de détails incriminants, mieux il se porte. Et là encore, il vous dit, ce jour-là, le jour de cet événement, j'ai eu M. Ekatom en ligne et il m'a avoué. Ah, l'aveu. Monsieur le procureur, il s'attache à cet élément. Sauf que là encore, comme pour le 5 décembre, il n'y a pas de trace de cet appel téléphonique supposé dans les CDR. Et on ose vous dire, au paragraphe 675 du mémoire du procureur, « Ah non, mais ce n'est pas significatif. C'est insignifiant. » La défense n'est pas de cet avis. Et pas seulement parce que cet appel supposé se trouve maintenant mis en exergue au paragraphe 697 du mémoire du procureur, ni même parce que l'accusation s'est encore fondée dessus à la transcription 307, page 9, mais parce que maintenant, ça fait 2 récits d'appels téléphoniques supposés de P959 qui ne sont corroborés par aucun élément dans ce dossier. Alors c'est très significatif, oui, c'est très significatif sur la propension de P954 à mentir. J'en ai maintenant terminé avec l'incident Lapo, mais je reste sur Yamwara et je vais demander peut-être l'indulgence de la Chambre. Je pense que je peux en terminer peut-être une dizaine de minutes. Je risque de déborder peut-être de 5 minutes sur le temps de la pause, mais ça aurait le mérite. Miss, I think Miss Dimitri. Le président, je pense que maître Dimitri n'est pas tout à fait d'accord. Peut-être pourriez-vous vous consulter? Je tiens pour les besoins de la transcription à dire que si on n'avait pas débordé sur la première partie, je serais tout à fait en temps et en heure. Mais je compte sur l'indulgence de la Chambre à ce sujet et je fais en sorte de ramasser mon propos. Then I think we simply stop at this. Le président, eh bien, on va s'arrêter pour le moment. On va faire la pause déjeuner jusqu'à 14 h. Jusqu'à 14 h. Je me proposais de terminer. J'en ai plus pour beaucoup de temps. Et en essayant de concentrer... Le président, non. Enfin, il y a eu un malentendu, je vous ai mal comprise. Mais ce n'est pas du tout un problème. Je vous donne la possibilité de terminer. Donc, je disais que j'en avais terminé avec l'incident Lapo et que je passais maintenant à un autre thème sur Yamwara qui est important, qui est celui des corps enterrés à Yamwara, dont l'accusation a parlé à de multiples reprises au sein de son mémoire final. Et notamment au paragraphe 551 du mémoire final de l'accusation, on vous évoque P0487 et son récit de la découverte d'un corps sans tête à Yamwara. P487, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, vous vous en souviendrez, a longuement déposé devant cette Chambre, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas brillé par sa crédibilité. Du haut de sa fameuse position stratégique, dont personne n'a très bien compris à quoi elle correspondait, il vous a dit beaucoup de choses. Et il en a rajouté, lui aussi, sur de la preuve incriminante, tellement il voulait se distancer de M. Ekatom.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au paragraphe 551, l'accusation se fonde sur son témoignage pour vous dire qu'après le 5 décembre, le RFA-CPP aurait continué à commettre des attaques contre la population musulmane, notamment à Yamwara. Et on vous parle de ce corps sans tête. Quelles sont les circonstances de la mort supposée de cet individu? On ne sait pas. Sur quel fondement le procureur se fonde pour dire que cet individu aurait été musulman? On ne sait pas non plus. Mais pourtant, c'est cité comme source à l'appui de son paragraphe. Et puis surtout, encore une fois, on a évoqué la base ouverte de Yamwara, ce qui nous dit que ce corps aurait été exposé en pleine journée. Je ne parle même pas de la crédibilité du témoignage en tant que tel, mais aucune valeur probante sur ce que le procureur entendait démontrer. Et c'est d'autant plus fort qu'au paragraphe 576 du mémoire du procureur, on vous cite toujours P487, et là, c'est à la page 33 de la présentation que vous allez avoir cela. On vous pose P487 comme ayant à l'appui sur le fait que des musulmans ont été enterrés à Yamwara. Donc, toujours pas de lien entre son récit et le fait qu'il y aurait des musulmans enterrés. Mais surtout, on vous dit, et il est corroboré par 1528. Et alors, 1528, il est corroboré par, il serait corroboré dans sa déclaration que vous voyez affichée à l'écran, au paragraphe 43, 44 et 45. Sauf que quand on va regarder le paragraphe 45, on ne parle pas de l'école de Yamwara du tout. On parle du Collège de la Paix, qui se trouve dans un autre quartier de Bangui. Donc là, on est toujours dans les approximations, les fausses corroborations de l'accusation. C'est un autre exemple qui montre qu'il faut faire preuve de vigilance face à ce qui vous est mentionné dans ce mémoire. Un autre exemple dans la même lignée, c'est P1339 qui est utilisé pour cette supposée attaque par le RFA-CPP et le fait que des corps de musulmans civils seraient enterrés à Yamwara. P1339 est signé cité au paragraphe 683 du mémoire final de l'accusation. Alors P1339, on vous en a parlé suffisamment. Je vous renvoie bien évidemment à tous les problèmes de contradiction qui se posent à son témoignage, et notamment au paragraphe 106 à 135 de notre mémoire finale. Mais quand même, quand il parle et qu'il donne des clarifications, il faut les prendre en compte. Et là, très spécifiquement, vous le voyez à l'écran, page 35, là où on vous dit que P1339 corrobore le fait que des musulmans civils étaient enterrés à Yamwara, je ne sais pas ce qu'il vous dit. À l'audience, T159, il a clarifié les choses. Il parlait de combattants, Et puis, pourquoi ça a son importance? Parce que l'accusation vous dit, en tout cas ça ressort de son mémoire final, qu'il y aurait une dizaine de corps enterrés à Yamwara et que c'est supporté par de la preuve. Et là, on passe à la page 36 de la présentation. Pour vous dire qu'il y a une dizaine de corps, qui vous cite-t-on? P1990. Et qu'est-ce qu'on cite P1990? On cite sa déclaration écrite au paragraphe 42, où il est mentionné que 10 corps auraient été exhumés de Yamwara. Sauf que P1990, il a été entendu devant cette chambre et il a clarifié. Alors, comme c'était en interrogatoire de la défense, je suppose que ça ne compte pas. Il a clarifié en disant « J'ai toujours dit 3 corps, il y a une erreur dans ma déclaration. » Et ces 3 corps, c'est corroboré par les documents précis au dossier que vous avez d'une ONG qui a fait les exhumations sur tout le terrain de Yamwara et qui a effectivement trouvé 3 corps, dont un, et je vous renvoie au paragraphe 477 et 479 de notre mémoire finale, dont un correspond à un corps d'un commerçant qui avait été tué par les Séléka et enterré par le groupe sur la base de Yamwara. Voilà ce qu'il en est de la preuve du procureur. Voilà
sur quoi la Chambre devrait se fonder pour entrer en voie de condamnation. Il est évident que c'est problématique et il est évident que vous ne pouvez pas suivre l'accusation dans son traitement de la preuve. L'enjeu pour Yamwara, de façon générale, mais pour l'intégralité des charges qui sont devant vous, bien évidemment, c'est la qualification juridique, et ça, Maître Saraba Fadel va vous l'évoquer tout à l'heure. Mais comme ce n'est pas spécifique aux éléments que nous avons mentionnés, avant cela, après la pause, M. Suzuki va vous aborder la question du 5 décembre et les éléments sur la preuve, les éléments de preuve sur PK9, l'axe PK9-Mbaki, pour vous démontrer que ce que nous vous avons présenté ce matin comme travers de l'accusation se retrouve tout au long du mémoire de l'accusation. Je vous remercie de votre patience, Monsieur le Président. J'espère ne pas avoir... je suis pile à l'heure. J'ai peut-être été un peu rapide et je prie les interprètes de bien vouloir m'en excuser, mais du coup, je n'aurai pas à subir les foudres de Maître Dimitri. Le Président, non. Oui, effectivement, il est juste 13 heures. Nous allons faire la pause jusqu'à 14 heures.